Nouvelle édition du QG News. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce journal. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement et plus de 300 représentants d'institutions financières internationales réunis à Paris pour le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Objectif de cette rencontre qui a pris fin ce vendredi, relancer la coopération Nord-Sud et accroître la solidarité financière en matière de lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique. Dans ce journal également, la saison des pluies et les maladies qui menacent la santé des populations. Nous nous rendrons en Côte d'Ivoire. Puis le coup d'envoi ce samedi au Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans. Le match d'ouverture est attendu à Rabat entre le pays hôte et la Guinée. Ousmane Sonko dépose une plainte en France et demande une enquête soumise à la Cour pénale internationale contre le président sénégalais Macky Sall pour crimes contre l'humanité. Annonce faite par l'avocat français de l'opposant sénégalais. Les procédures visent également le ministre de l'Intérieur Antoine Diome, le général Moussa Fall, commandant de la gendarmerie sénégalaise, ainsi que 112 autres personnes et concerne la période allant de mars 2021 à juin 2023. Et d'après les procédures engagées, ces crimes contre l'humanité auraient été commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique de la population civile. L'avocat du principal opposant au président de la République condamné à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs indique avoir établi le meurtre de 50 personnes entre mars 2021 et juin 2023. Le gouvernement sénégalais, de son côté, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, dénonce une procédure ridicule. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial s'est poursuivi ce vendredi à Paris à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement étaient réunis pour relancer la coopération Nord-Sud, la réforme du système financier international afin de mieux armer les pays vulnérables face au changement climatique et face à la pauvreté est la thématique au cœur des discussions. Maïra Faïlantolo. La hausse de l'inflation et des taux d'intérêt consécutifs aux diverses crises vécues dans le monde ces 3 dernières années, à l'instar du Covid et du conflit russo-ukrainien, met à l'épreuve le système financier, prévenait déjà le Fonds monétaire international dans une note publiée en avril 2023. Les pays en développement voient les investisseurs réduire leur appétence pour le risque et les prêteurs durcir les conditions sur les marchés financiers, ce qui rend difficile la poursuite de projets de développement et de lutte contre la pauvreté et aggrave les capacités de remboursement des dettes. À Paris ce 22 juin, le président français Emmanuel Macron, hôte du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, a appelé à une plus grande mobilisation des investissements du secteur privé. Je ne pense pas qu'on arrivera à changer totalement de système, parce que je sais que c'est l'aspiration de certains, mais je pense qu'on peut le faire beaucoup mieux fonctionner si cet argent et ces liquidités sont au service des progrès de la planète et de ce double défi que j'évoquais, pauvreté et climat-biodiversité. Et donc pour cela, nous avons besoin de mobiliser beaucoup plus de financement privé vers les pays en développement, les pays à revenus intermédiaires, les grands émergents. Et aujourd'hui, le secteur privé n'est pas tout à fait au rendez-vous. Et donc il nous faut, par les discussions qu'on a eues ces dernières années, cristalliser des instruments et au fond de l'innovation financière, comme on dit, mais qui a vocation à faire quoi ? À enlever la part de risque qui fait que certains grands financiers ne vont pas dans certains pays, à mettre en place des mécanismes de garantie qui leur permettent de s'exposer davantage. Mais il faut au fond que cette finance privée internationale qui est là soit mieux mobilisée vers les pays qui en ont le plus besoin. Invité par son homologue Emmanuel Macron, Paul Biya est arrivé dans la capitale française le mercredi 21 juin en compagnie de la première dame Chantal Biya, une délégation ministérielle et ses proches collaborateurs. Les inégalités causées par le système financier mondial et la hausse des écarts économiques à l'échelle mondiale, ainsi que leurs répercussions sur le continent africain ont régulièrement été dénoncées par le chef de l'État camerounais Paul Biya dans une position avant-gardiste et prémonitoire. L'Afrique ne représente qu'une portion congrue des ressources financières en circulation dans le monde. Son accès à ces ressources se fait à des taux prohibitifs et parfois des conditions restrictives de souveraineté de nos États.
L'Afrique reste trop dépendante de l'aide publique au développement qui semble ne plus correspondre à nos besoins. Le sommet sur un nouveau pacte financier mondial vise à créer un dialogue au plus haut niveau entre chefs d'État et gouvernements responsables d'organisations internationales, représentants de la société civile, fondations, secteur privé, pour un système financier international plus juste. Et parmi les conclusions de ce sommet, la Zambie a conclu un accord pour restructurer plus de 6 milliards de dollars de dettes dues à d'autres gouvernements. Il y a aussi le Sénégal qui va recevoir 2,5 milliards d'euros de financement de partenaires internationaux afin de promouvoir les énergies renouvelables. Parmi les présidents qui étaient sur place dans la capitale française pour ce sommet pour un pacte financier mondial, le chef de l'État Paul Biya a venu négocier de nouveaux financements. Le président camerounais qui a notamment rencontré le nouveau chef de l'État nigérian Bola Tinubu, successeur du président Muhammadu Buhari à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. Mais rien n'a filtré du contenu des échanges entre les deux chefs d'État africains, celui du Cameroun et celui du Nigeria, deux pays voisins qui partagent des défis communs, notamment en matière de lutte contre l'insécurité. Dans l'actualité également, la Commission électorale nationale malgache qui a organisé ce jeudi dans la capitale Antananarive un deuxième dialogue consacré au processus électoral à quelques mois de l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 9 novembre prochain. C'est pour parler, ont reçu l'appui du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. La rencontre a rassemblé acteurs politiques, membres de la société civile et partenaires internationaux avec un plaidoyer en faveur d'un climat apaisé dans la perspective donc de ces élections dans ce pays régulièrement secoué par les crises en période d'élection. La pêche, le deuxième pilier de l'économie mauritanienne. Les produits de cette filière représentent plus de 25% des exportations totales. La pêche et toute la chaîne de valeur du secteur restent un élément central de l'économie nationale et le principal moyen de subsistance d'une importante partie de la population. Amenedji. En Mauritanie, la pêche demeure un secteur d'activité productive représentant 6 à 10% du PIB national et 50% des recettes d'exportation. Complexe portuaire créé en octobre 2018, situé à 60 km au nord de Nouakchott, le port de Tanit est un site de collecte de produits et de ravitaillement qui mène une activité à grande échelle. Il représente l'un des points stratégiques de la filière halieutique vu son emplacement sur la route Nouakchott-Nouadhibou, en particulier dans une zone d'intense activités commerciales et touristiques. Ici, on a 50 glaciers. Leur longueur, ça varie entre 24 et 26 mètres. Ça débarque tous les semaines. Bon, on a ici la pêche côtière. La pêche côtière, on a ici plus de 200 bateaux qui amènent des poulpes par semaine. On a ici, bon, il y a la période des senneurs turcs. Ça vient ici, plus de 10 Turcs qui viennent ici. Ils débarquent par jour 1000 tonnes à 1200 tonnes par jour. Les poissons écailles, parfois ça part sur la farine, parfois ça part dans les traitements, selon la qualité des produits qu'il amène. Les produits sont débarqués à Tanit et environ 80% expédiés vers les usines du port de Nouakchott à proximité, où se fait l'exportation du poisson vers toute l'Afrique par voie maritime et terrestre. Le port de Tanit procède à de grands débarquements entre 600 et 1000 tonnes journaliers via des bateaux senneurs dont la plupart proviennent de Turquie. Il part le matin, il découvre un banc de poissons, il tire son filet et il l'amène le même jour. Parfois il amène de 100 à 600 tonnes. Une fois l'encerclé avec son filet, il le tire avec ses pompes pour le mettre dans des cales et arrivé au port, il fait la même opération. Il le tire avec des pompes dans des camions. Avec un processus d'industrialisation progressif, le conditionnement fait partie de la phase de pré-commercialisation du poisson dont s'occupe la Société Nouvelle des Produits de la Mer, SNPM. Cette unité de valorisation dispose d'une capacité d'expédition d'une variété de produits allant entre 20 à 25 tonnes en moyenne à 55 tonnes par jour à destination du Japon et du marché européen. La production commence par la réception d'abord, après après la réception de produits, le pesage, le triage, la mise en plat. Après la mise en plat, on met les plats dans les chariots. Après, ça rentre dans les tunnels de congélation.
Après la surgélation, ça sort pour l'emballage. On reçoit toutes les variétés de poissons, tels que céphalopodes, pélagiques, crustacés, tout. La Mauritanie possède plus de 700 km de côte avec l'un des plus grands stocks de poissons au monde. Parmi les 500 espèces de poissons identifiées, plus de 200 sont commercialisables, faisant du pays le producteur de 25% des ressources halieutiques du continent. La Mauritanie exporte environ 750 000 tonnes de poissons par an vers plus de 60 pays. La saison des pluies continue de participer à la détérioration des conditions de vie des populations précaires. Cette saison que traverse actuellement un pays comme la Côte d'Ivoire augmente en effet les risques de maladies hydriques à l'instar du choléra et de la dysenterie. La saison des pluies et les maladies qui menacent directement la santé des populations. C'est un reportage signé Esther Conan. Chaque année en Côte d'Ivoire, la grande saison des pluies se déclare entre les mois de mars, juin, voire juillet. Les prévisions climatiques annonçaient que la première saison des pluies pour la période allant de mars à juin 2023 indiquait 45% de chances que les cumuls saisonniers soient excédentaires et anormaux avec des quantités de pluie en hausse par rapport à la moyenne saisonnière des 30 ans. La grande saison pluvieuse a démarré en juin avec de fortes pluies et a engendré de nombreuses inondations et éboulements qui font de nombreuses victimes. Elle est aussi propice à certaines maladies dont les citoyens ivoiriens en ont bien conscience. Les différentes maladies dues à la pluie, nous avons le palu, le choléra, etc. Plein d'autres maladies, on ne peut citer. On a pas mal de maladies. On a l'habitude de ça maintenant. Mais le problème, c'est les maladies qui sortent dans le caniveau. Il y a beaucoup de problèmes, c'est la route ou quoi. Selon les agents de la santé publique, dans les hôpitaux, on compte environ 20 cas de maladies par jour dues à la saison pluvieuse. Parmi elles, on enregistre le paludisme, la grippe et bien d'autres maladies dont plusieurs facteurs et manque de prévention expliquent leur prolifération. De ce fait, nous rencontrons le docteur Kwame afin de mieux comprendre ce phénomène. Durant la saison des pluies, nous pouvons contracter plusieurs maladies, dont les maladies du moustique, que sont la dengue, le paludisme, les maladies de l'appareil respiratoire, que sont la grippe, la pneumonie, les maladies infectieuses de la peau, que sont la leptospirose et les maladies infectieuses gastro-intestinales. Les facteurs et manques de prévention liés au développement de ces maladies, ce sont le contact fréquent avec les moustiques et un manque d'hygiène en général. Les caniveaux par moments retiennent de l'eau et la rétention d'eau permet aux moustiques de se développer. Pour se préserver contre ces maladies, ce qu'il faut faire, c'est de se mettre à l'abri des moustiques en dormant sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides, en utilisant des pommades anti-moustiques vendues en pharmacie, en procédant au nettoyage de la maison et aux alentours, surtout l'hygiène alimentaire. Donc, il faut se laver les mains, laver correctement les fruits et légumes et bien cuire les aliments. La saison pluvieuse reste la période de recrudescence de nombreuses maladies. La pluviosité exceptionnelle annoncée cette année conduit le gouvernement à réaffirmer sa détermination à poursuivre ses actions d'assainissement, de drainage des eaux pluviales et de sensibilisation au civisme et à la responsabilité. En témoigne le lancement officiel le 16 mars 2023 à Bobo de l'opération curage des caniveaux. La 41e édition de la fête de la musique, une multitude de concerts en tout genre ont été proposés ce 21 juin à travers le monde. L'occasion pour le public de descendre dans la rue pour chanter et danser. Un public qui a vibré au rythme de la musique. Illustration au Tchad dans ce reportage de Mahamat Ramadan. Au Tchad, pour la première fois depuis plusieurs décennies, la fête de la musique a été célébrée avec faste le mercredi 21 juin 2023 par des concerts géants à la place de la nation de N'Djamena. Placée sous le thème « La musique pour une paix durable », cette commémoration a été l'occasion de promouvoir les jeunes talents musiciens qui émergent et qui se démarquent sur scène. Pour le gouvernement, la culture, mais surtout la musique, doivent être un vecteur de réconciliation
réconciliation nationale. La fête de la musique, c'est une fête qui a plus de 41 ans, mais nous ne l'avons jamais fêtée de cette manière. Et cela revient aux plus hautes autorités du pays, à la personne du général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a cru en nous, qui nous a accompagnés comme il se doit pour qu'on puisse faire ces fêtes de la musique à la place de la nation pour les artistes, par les artistes. Vous avez constaté que le public était présent et les artistes étaient là, l'engouement était de taille. Plusieurs acteurs de la culture ont été honorés par les membres du gouvernement pour leur engagement en faveur de la paix et pour la promotion des musiques locales. Cette initiative de reconnaissance symbolique est saluée par les organisations des promoteurs culturels et les artistes musiciens qui appellent leur ministère de tutelle à s'engager davantage pour le rayonnement de l'industrie musicale. C'est la toute première fois, après tant d'années, que le ministère décide de rassembler tous les artistes et d'organiser une fête en l'honneur des artistes et pour les artistes et laisser les artistes eux-mêmes organiser cette fête. Déjà, c'est un immense plaisir et c'est aussi une journée qui nous permet de dire merci. Merci à nos fans qui depuis toutes ces années nous soutiennent, achètent nos CD, s'abonnent à nos pages, payent nos concerts. Ça fait vraiment plaisir de leur offrir un plateau comme ça de reconnaissance. Au moins 150 artistes musiciens se sont inscrits pour se relayer sur scène afin de donner une couleur particulière à la fête de musique cette année au Tchad. Pour donner la chance à tous les musiciens de prester pour le grand bonheur du public, le ministère des Affaires culturelles a prolongé les célébrations et les concerts jusqu'au samedi 24 juin 2023 dans tous les centres culturels du pays. La Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans démarre ce samedi 24 juin. La compétition va se poursuivre jusqu'au 8 juillet 2023 au Maroc. L'Égypte, tenant du titre, veut réitérer l'exploit de 2019 avec l'objectif de participer aux prochains Jeux Olympiques. José Douglas. Deux groupes pour participer à la phase finale de la deuxième édition de la CAN des U23 à partir de ce samedi 24 juin 2023. Le groupe A étant constitué du Maroc, le Ghana, le Congo et la Guinée, et le B avec l'Égypte, le Mali, le Gabon et le Niger. À noter que le jury d'appel de la CAF a réintégré l'équipe du Gabon dans le tableau à la suite d'un litige avec le Cameroun lié aux informations sur le joueur gabonais Floris Diav. L'Égypte a remporté l'édition 2019 et veut gagner le tournoi final pour valider l'un des 3 tickets qualificatifs des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous sommes en bonne forme maintenant. Nous avons joué plusieurs matchs et nous avons aussi essayé beaucoup de joueurs. Nous avons sélectionné l'équipe finale de 23 joueurs après de nombreuses expériences pour atteindre notre objectif et remporter le titre africain. À noter que les 3 premières nations obtiendront leur billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'objectif principal est d'abord de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Notre pleine concentration est maintenant sur le tournoi au Maroc. Nous avons pleinement confiance en notre équipe pour remporter une médaille aux Jeux Olympiques. Le Maroc, pays hôte, affrontera le Ghana au complexe sportif Prince Moulay Abdelham de Rabat ce samedi 24 juin 2023. La Coupe d'Afrique des Nations U23 Total Energy Maroc aura lieu dans les villes de Rabat et Tanger et se terminera le 8 juillet 2023. Les matchs du groupe A se dérouleront au complexe sportif Prince Moulay Abdelham de Rabat et les matchs du groupe B auront lieu au grand stade de Tanger. Les 3 premières nations obtiendront leur billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.